De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. J'ai avec moi M. Louenas Assini, qui est l'écrivain, un écrivain, celui qui a écrit La République de l'Abîme. Puis je suis vraiment curieuse. Je suis vraiment curieuse. Je vous ai dit que j'avais piqué ma curiosité avec notre discussion tout à l'heure. Je voulais juste savoir, le livre, de quoi est-ce qu'il parle? D'abord, merci pour l'invitation. Le roman La République de l'Abîme, c'est mon deuxième roman. Okay. C'est une dystopie. Une dystopie. Une dystopie qui veut dire une dictature religieuse. Okay. Et c'est la première dystopie, je crois savoir, du moins par les critiques, écrite au Canada. Ça parle d'une société dont l'idéologie uniformisatrice est au pouvoir, l'islam politique en l'occurrence, et qui donc interdit la pensée, interdit le doute, interdit le livre en général, et il a la prétention de pouvoir uniformiser, de réduire les sociétés, aussi plurielles soient-elles, à une seule vérité, la vérité indiscutable. Donc l'histoire ou la trame se déroule autour de trois personnages, de jeunes chômeurs, Elias, Hugorton et Akal, qui commencent à se poser des questions. Est-ce qu'ils pourraient continuer à vivre de la sorte dans un pays qui ferme tous les possibles? La musique est interdite, l'art est interdit. Est-ce que la prétention des idéologues à vouloir faire des peuples quelque chose d'unique, quelque chose de singulier est possible? Que tout le monde est différent à la base. Et donc il commence à se poser les questions que se pose chaque être humain. Et il découvre de plus en plus que, en fait, malgré la prétention tyrannique, les gens continuent à vivre. Les histoires se racontent derrière les métiers à tisser. Les livres se transmettent. Ils prennent la place des armes dans le temps. Les livres, ils deviennent des outils qui essayent de pluraliser la pensée. Et puis ils découvrent qu'ils entendent de plus en plus parler d'un village qu'on appelle le village des poètes, qui a la prétention d'asseoir un jour la démocratie, la citoyenneté, un vivre ensemble où la vérité ne serait pas finalement cette chape de plomb que voilà. le pouvoir veut. Exactement, exactement. Et donc je traite de ce sujet pour dire, pas uniquement l'islam politique, je veux dire toutes les idéologies meurtrières qui ont la prétention de réduire l'être humain à une seule vérité. Une fois qu'on leur donne le pouvoir politique, eh ben, ils deviennent funestes, ils deviennent dangereuses pour vivre ensemble parce qu'ils sont l'antithèse même de la nature. La diversité, c'est l'essence même de la nature. Imaginez, je dis toujours à mes enfants, imaginez que le monde soit unicolore. Imaginez que nous soyons, qu'il y ait une seule espèce sur Terre. Ça serait même pas la peine voilà. Et puis cette histoire-là, elle se passe où exactement? Où est-ce que vous la situez? La trame romanesque, bon, le lieu, c'est généralement un prétexte. J'ai situé l'histoire un petit peu chez moi, dans un village au bord de la Méditerranée qui s'appelle Aokas, qui veut dire requin. Et donc, que j'ai appelé Safas, qui veut dire lumière, pour faire allusion au siècle des Lumières. Et puis, les gens, dans un pays qui est censé, dans un espace qui est censé être méditerranéen, quand on a la mer à côté, on a facilement l'ouverture sur l'autre, on a la possibilité de l'autre, du voyageur qui nous ramène chaque jour un petit peu de sa vérité. Et quand la dictature en question ferme ce monde et l'empêche de s'ouvrir sur l'autre, qui n'a jamais quitté son pays et est plein de préjugés. Et donc, l'altérité, pour reprendre un concept de Lévinas, l'autre, il devient un danger. L'autre, il peut être un livre, il peut être une autre vérité d'un voyageur, il peut être la musique qu'on a interdite, le théâtre qu'on a banni. Et donc la société citoyenne, ou du moins clandestinement, s'organise de plus en plus pour remettre en cause cet ordre établi. Et découvre un jour, l'un des personnages reçoit
une lettre qui le semble de chanter une chanson interdite publiquement le jour de la pendaison d'un musulman soufi, d'un musulman qui a une définition de l'islam qui est un petit peu à l'image de nos ancêtres. Et puis, à partir de là, commence tout un périple. Et là, ils vont découvrir au fur et à mesure qu'il y avait quelques années, ou du moins quelques décennies, la possibilité d'un vivre ensemble différent. Notamment des musiciens qui disent guérir par la musique, qui étaient originaires de l'Andalousie, où vivaient les chrétiens, les musulmans, les juifs ensemble. Et l'histoire traverse parfois les époques pour aller du côté de cette Andalousie extraordinaire. Moi, j'ai été récemment en Andalousie, j'étais sur l'Alhambra, je me disais, voilà, c'est de ça qu'on parle. Voilà cette immense civilisation que je revendique. Il m'appartient de revendiquer Averroès, de revendiquer tous ces grands penseurs qui, dans une certaine mesure, ont participé à la construction de l'humanité d'aujourd'hui. Ils y ont posé leurs briques, aussi bien dans l'égalité. Averroès parlait déjà de la nécessité de l'égalité en société pour qu'elle s'épanouisse, la société à 100%. Et voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Et puis moi, j'allais vous poser la question, mais vous avez mentionné ça parlant de pendaison de ce musulman qui était contraire à ce que le pouvoir établi disait. J'ai noté, le paradis est promis aux croyants, mais la géhenne aux autres. Donc tous ceux qui pensaient contraire à ce que le pouvoir établi voulait mettre en place, c'était... vous savez, dans toutes les idéologies meurtrières qui sont arrivées au pouvoir, le fascisme notamment, le nazisme, le franquisme et l'islamisme de nos jours, on promet d'une manière ou d'une autre l'enfer pour les autres. Après, à ceci près que parfois on le promet dans l'au-delà, parfois on le promet sur terre. Alors que personne n'est allé exactement, pour dire qu'est-ce qui se passe là-bas, donc. Et le roman, il se situe dans l'une des questions centrales que pose le roman, c'est quoi la vérité? Est-ce que la vérité existe vraiment? La vérité est une construction de tous les jours. Parce que si je suis agrippé à ma vérité, que vous êtes agrippé à votre vérité, il y a une impossibilité de conciliation entre nous. Et c'est ça. Or, il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble, c'est de croire que vous pouvez croire en ce que vous voulez, à condition que votre vérité ne déborde pas sur l'autre. Là où est-ce qu'on est en train de partir, là, ça devient super intéressant. Est-ce que vous voulez rester avec moi? On va prendre une pause. Oui, avec plaisir. Juste après la pause, on continue de parler de la République de la Bible. Super intéressant. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé M. Louenas avec moi parce que là où est-ce qu'on partait, là, c'était super intéressant. On parlait de l'imitation par rapport aux différentes cultures dans lesquelles on est né et tout. Oui, c'est un roman qui est empreint de beaucoup de philosophie. De la philosophie grecque à la philosophie des Lumières. Et l'une des citations que j'avais essayé d'étayer dans le roman, c'est une citation d'Héraclite qui dit « On se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Cela veut dire simplement que la vérité est une construction de tous les jours. Je me baigne aujourd'hui dans le fleuve, la personne qui reviendrait le lendemain pour y plonger à nouveau, moi-même, je ne serai plus la même personne. C'est clair. Et à partir de ce point de vue, l'idée de la pluralité de l'humanité est quasiment incroyable. Pourquoi? Parce que quand on a un arbre à sa fenêtre, quand on a un espace vide à sa fenêtre, ça modèle notre façon de regarder le monde. Oui. Si on fait comprendre à l'enfant, à nos enfants, à nos élèves, on leur fait comprendre que si on était né au Tibet,
on serait probablement bouddhiste. Oui. De même que si on était né en Amazonie, dans une tribu ancienne, on aurait plus de chances d'être animiste. Cela veut dire simplement que la croyance, la pensée, ce sont des constructions culturelles et non pas des constructions naturelles. Ouais. Il n'y a aucun papa, aucune maman qui dit à son fils, écoute mon fils, moi je suis chrétien, j'attends de toi que tu deviennes musulman. Ouais. Relativiser sa vérité est une manière d'essayer davantage de comprendre le monde et de considérer que l'autre est non pas un danger pour soi, mais un accomplissement pour soi, une complémentarité. Exactement. Moi plus toi, ça veut dire on va aboutir à une compréhension plus approfondie du vivre ensemble. Je ne veux même pas rentrer dans ces histoires on va dire de religion, mais déjà à la base, il y a un débat qui me fatigue l'esprit. Vous êtes musulman, c'est bien ça? Je suis de culture musulmane. De culture musulmane. Moi, je suis de culture chrétienne. Et ces deux religions-là s'attaquent tout le temps en disant que oui, telle personne n'est pas le fils de Dieu et toutes ces affaires. Mais à la fin, quand tu regardes les différents écrits, tu essaies de les analyser avec un autre œil, tu te rends compte qu'on parle vraiment d'une autorité suprême que tout le monde respecte. Donc, il n'y a pas lieu de faire la bagarre. Comme vous avez dit, toi, tu peux m'apporter quelque chose, moi, je peux t'apporter quelque chose. Oui, la question est d'autant plus difficile que même ta question est un petit peu très complexe. Mais oui. Dans la mesure où la religion est aussi culturelle. C'est ça. La religion, les systèmes théologiques sont des créations humaines. Maintenant, il y a la question de la foi. La foi, il y a des gens, on va dire, pour faire simplement, des gens fanatisés, qui croient que la foi est l'affirmation. Il y a des gens plus ouverts qui considèrent que la foi est un questionnement, c'est un doute, parce qu'au final, personne ne détient cette vérité. Et lorsque on se chamaille, c'est un mot très gentil, hein, avec ce qui se passe dans le monde entier, le retour du religieux puissamment sur la place publique. Ouais. Moi, je dis toujours, enfin, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, il y a une manière de vivre ensemble. L'espace, il y a l'espace laïque, public. La laïcité est faite pour régir l'espace public. Ce que tu manges chez toi, ce en quoi tu crois, ça te regarde. Et moi, de mon côté, ça me regarde. Tranquille. En même temps, j'ai envie de revenir sur cette question. Il nous reste juste une minute. Par une phrase de Tahar Bedjelloun, grand écrivain marocain que j'aime beaucoup. La religion, c'est comme n'importe quel système. Ouais. C'est le tout et le contraire de tout. Il nous appartient de prendre le meilleur, d'y puiser le meilleur et de mettre, on va dire, au canon de l'histoire ce qui peut être conflictuel, simplement. Super. Et puis, super intéressant, toute cette philosophie autour de ce livre-là. Et puis, il a gagné le prix du jury du coup de cœur de Gatineau. Hein. Deuxième prix. Deuxième prix. Ben, en tout cas, vous êtes dans le trio, c'est quand même bon. Et puis, félicitations pour ça. Qu'est-ce que ça vous fait rapidement? Ça vous a fait de... les prix littéraires, généralement, ils sont très subjectifs. Hein. Okay. Moi, je considère toujours que la plupart des grands livres n'ont pas reçu de prix Nobel ou de prix... Cela dit... on est fiers. Oui, on en est fiers, mais ça passe... le roman avec le virtuel d'aujourd'hui a besoin davantage de publicité. Merci. C'est la crise du livre dans le monde entier, donc un prix, ça fait un peu de publicité. Mais merci beaucoup pour toutes ces informations qui se bousculent là maintenant dans ma tête. Alors moi, je vous invite à visiter le site web des éditions L'Interligne pour pouvoir vous procurer La République de l'Abîme qui est disponible là-bas sur le site web. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on part en musique avec Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.